Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez complexe, mais dont la logique, en fait, est partout. La guerre révolutionnaire, l'insurrection. Bonjour. Et pour nous guider, on a une source qui fait vraiment autorité. C'est Contre-insurrection, théorie et pratique. Un livre écrit en 1964 par David Galula. Oui, et ce qui est passionnant, ce n'est pas juste le livre, c'est l'homme. Galula, ce n'est pas un théoricien en chambre, hein. Non, c'est un officier français qui a vu ces conflits de l'intérieur. Il a été en Chine, en Grèce, en Algérie. Exactement, ses écrits sont pétris de son expérience du terrain. Alors ensemble, on va essayer de comprendre cette logique un peu folle, complètement asymétrique de ces guerres. Comment un tout petit groupe, qui n'a rien au départ, peut faire vaciller et parfois même renverser un État entier. Un État, avec son armée, sa police, toutes ses ressources. Voilà. Notre but, ce n'est pas de juger, mais vraiment de démonter le mécanisme. Et pour ça, Galula commence par une image très très forte, une analogie qui structure toute sa pensée. Oui, Il nous dit d'imaginer un combat entre un lion et une mouche. Le lion, bon, il est infiniment plus puissant, mais il ne peut pas voler. d'accord. Et la mouche, elle ne peut pas frapper fort, mais elle est insaisissable. Ils sont dans la même arène, c'est la même guerre, mais ils ne se battent pas du tout, mais alors pas du tout avec les mêmes règles. C'est ça la symétrie. C'est l'asymétrie totale. Hmm. D'ailleurs, il part d'une critique de Mao Tse-tung. Mao a écrit sur les lois de la guerre révolutionnaire, mais Galula dit « Attention, ce sont les lois pour un seul camp. » Exactement, ce sont les lois pour la mouche, pas pour le lion. Le contre-insurgé, le lion, il ne peut pas se contenter de faire l'inverse de la mouche. Il doit développer sa propre stratégie. L'image est parfaite. On voit tout de suite que la force brute n'est pas la clé. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette guerre de la mouche? Alors, Galula commence par mettre un peu d'ordre. Il dit qu'il faut bien distinguer l'insurrection d'autres phénomènes. La révolution, par exemple. Oui. La révolution, comme en 1789, c'est une explosion, c'est spontané, ça vient des masses. Et il y a aussi le complot, le coup d'État. Ça, c'est rapide, c'est secret, c'est une petite élite. Et l'insurrection, c'est autre chose. C'est tout l'inverse. C'est long, c'est méthodique, construit brique par brique. Dans une révolution, la foule se soulève et des chefs émergent. Dans une insurrection, c'est l'inverse. Une poignée de chefs apparaît d'abord et leur travail, c'est de mobiliser patiemment les masses. C'est la différence fondamentale. Et ça nous amène directement à cette asymétrie de départ. Voilà. Le contre-insurgé, le gouvernement en place, a littéralement tout pour lui. Du moins, seul papier. La légitimité, l'administration, l'armée, les finances. Tous les atouts matériels. En face, l'insurgé n'a rien. Zéro. Son seul capital de départ, il est immatériel. Et c'est là que Galula formule son idée la plus radicale. Qui change toute la perspective. Oui, Il dit « Dans cette guerre, l'objectif ce n'est pas le territoire, ce n'est pas l'armée ennemie. L'objectif, le véritable centre de gravité, c'est la population. » Attendez, ça c'est un renversement complet de la pensée militaire classique. D'habitude, on pense à détruire armée adverse, non? oui, la pensée à la Clausewitz, c'est on vise le centre de gravité de l'adversaire, son armée, et on la détruit. Là, Galula dit non, tout ça est secondaire. La vraie victoire pour l'insurgé, c'est de couper le lien entre le peuple et le gouvernement. C'est ça. Si les gens basculent, l'insurgé a gagné. Même s'il ne contrôle aucune ville, même s'il perd toutes les escarmouches. Et ça a des conséquences gigantesques, j'imagine. Énorme. La première, c'est que la guerre devient essentiellement politique. Chaque patrouille, chaque arrestation, tout doit être pensé pour son effet politique. Pas militaire. Non, politique. Et la deuxième conséquence, c'est que cette guerre est, par nature, prolongée. L'insurgé part de tellement bas qu'il lui faut du temps, beaucoup de temps. Il donne des exemples de durée. Oui, et ça donne le vertige. 22 ans en Chine pour Mao, 12 ans en Malaisie, 8 ans en Algérie. Le temps est l'allié de la mouche. Chaque jour qui passe sans être écrasé est une victoire. Une petite victoire, exactement. Et il y a une autre asymétrie, peut-être la plus cruelle, qui est économique. C'est un paradoxe incroyable. C'est tout à fait ça. La force du gouvernement devient sa plus grande faiblesse économique. Comment ça? Galula a une formule terrible de justesse. Le désordre est bon marché à créer, mais il est extraordinairement coûteux à prévenir. Ah oui, je vois. Un insurgé avec une bombe artisanale fait sauter un petit pont. Pour le gouvernement, la réponse ce n'est pas juste de reconstruire ce pont C'est de mettre des gardes sur tous les ponts. sur des centaines, des milliers de ponts.
C'est un gouffre financier. L'insurgé jette une grenade dans un café, et c'est tout un pays qui doit mettre en place des contrôles partout. Et il donne des chiffres, je crois, qui sont frappants, en Malaisie. Oui, les Britanniques avaient calculé que chaque guérillero leur coûtait plus de 200 000 $ de l'époque. C'est hallucinant. C'est énorme. En Algérie, le budget annuel du FLN était inférieur à ce que l'armée française dépensait sur le terrain en 2 semaines. 2 semaines. Ouais. L'équation est intenable. Intenable à long terme. L'insurgé est fluide, il n'a rien à défendre. Le gouvernement, lui, est rigide. Il a la responsabilité de tout protéger. Chaque attaque de la mouche force le lion à dépenser une énergie folle. D'accord. Le tableau est posé. Un gouvernement fort, mais rigide, un insurgé faible, mais fluide, et la population comme arbitre. Mais alors, la question qu'on se pose tout de suite, c'est comment ça peut même commencer? Ben oui, si l'insurgé est si faible, comment il survit aux premières semaines? Ça paraît impossible. Est-ce que Galula identifie des conditions particulières, une étincelle? Oui, et c'est la deuxième grande partie de son analyse. Il parle de conditions préalables. Et la toute première, la plus importante, c'est d'avoir une cause. La cause. C'est le capital de départ immatériel, en fait. C'est exactement ça. Mais attention, il analyse ça d'un œil de stratège, pas de moraliste. Une bonne cause, pour lui, n'est pas forcément une cause juste. C'est une cause qui est efficace. Voilà. Et il y a 3 critères. Premièrement, elle doit attirer le plus de partisans possible et, chose très importante, s'aliéner le moins d'opposants possible. Un grand dénominateur commun. Oui. Deuxièmement, le gouvernement ne doit pas pouvoir la reprendre à son compte facilement, sans se saboter. Et troisièmement, elle doit être durable. Et il a des exemples de causes efficaces? L'exemple parfait, c'est l'indépendance nationale contre une puissance coloniale. L'Indonésie, l'Algérie. C'est simple, c'est puissant. Et la puissance coloniale peut difficilement dire « Ah oui, bonne idée, on s'en va demain ». Et à l'inverse, une cause qui ne marche pas. Son exemple est très parlant. Le communisme en Grèce après la Seconde Guerre mondiale. Ça n'a pas pris. Pourquoi? Parce que la société grecque était majoritairement rurale, des petits propriétaires. Il n'y avait pas ce prolétariat industriel de la théorie. Et surtout, les communistes grecs étaient soutenus par les ennemis historiques du pays. La Bulgarie, la Yougoslavie. Oui. Et dans un pays au nationalisme très fort, s'allier aux ennemis d'hier, c'était une erreur politique fatale. Mais le cas le plus fascinant, c'est quand le gouvernement arrive à voler la cause de l'insurgé. La cause neutralisée, comme il l'appelle, c'est le coup de maître. L'exemple des Philippines est génial pour ça. L'insurrection communiste des Houks était basée sur la promesse d'une réforme agraire. Classique. Et le gouvernement, conseillé par les Américains, a pris tout le monde de court en lançant son propre programme de distribution de terres. Il a offert aux paysans ce que les rebelles promettaient. Et l'insurrection s'est effondrée, elle s'est vidée de sa substance. Même chose en Malaisie. Le jour où les Britanniques ont donné une date pour l'indépendance, la cause des insurgés a disparu. Attendez, mais sur ce sujet, le passage sur la Chine dans le livre est hallucinant. Si je comprends bien, les communistes ont changé de cause comme de chemise, en fait. C'est soit du génie tactique, soit du cynisme absolu. Mais stratégiquement, c'est brillant. Au début, ils misent sur les ouvriers. Échec total. D'accord. Alors, ils se tournent vers les paysans. Réforme agraire radicale. Puis, le Japon envahit la Chine. Changement de programme. Ah oui, on met la pédale douce sur le révolution et on se drape dans le drapeau du patriotisme. Front uni contre l'envahisseur. Et dès que le Japon est vaincu, hop, on ressort la réforme agraire radicale pour l'assaut final. C'est du marketing politique à un niveau incroyable. Ils ont adapté leurs produits idéologiques à chaque segment de marché, à chaque phase du conflit. Et sur cette question de la réforme agraire, il y a un détail rapporté par Galula qui est vertigineux sur la puissance de la propagande. Vous pensez aux chiffres? Oui. La ligne officielle, c'était 10% de la population qui possède 80% des terres. Et Galula cite une étude américaine de l'époque, celle de John Lossing-Bock, qui montre des chiffres... Complètement différents. C'est stupéfiant. Dans la région du blé, un bastion communiste, l'étude de Bock a montré que 76% des paysans étaient propriétaires de la terre qu'ils cultivaient. 76%. Le problème de la concentration des terres, tel que dépeint, était en grande partie artificiel, ou en tout cas massivement exagéré. Mais ça n'avait aucune importance. Aucune. Le slogan « La terre à celui qui la travaille » était plus fort que la réalité statistique. Ça montre que la perception de l'injustice est un moteur bien plus puissant que les faits. Mais est-ce qu'une cause, même efficace, suffit sur le long terme? Quand la violence s'installe, les grandes idées doivent passer au second plan, non? C'est un point absolument crucial que soulève Galula. L'importance de la cause diminue avec le temps. Ah! Au début, elle est indispensable pour recruter le noyau dur, les idéalistes. Mais plus la guerre dure,
plus elle devient brutale, et plus les préoccupations des gens deviennent pragmatiques. La survie, tout simplement. La question n'est plus qui a raison, mais quel camp peut me protéger, moi et ma famille. Quel camp est le plus dangereux? Et surtout, quel camp a le plus de chances de gagner? L'idéologie s'efface. D'accord, donc il faut une cause pour démarrer, mais ça ne suffit pas. Et Galula parle d'une deuxième condition, plus terre-à-terre, c'est ça? Oui, pour que la mouche puisse survivre, elle a besoin d'un abri. Et paradoxalement, cet abri, c'est souvent le lion lui-même qui le fournit. Comment ça? Par ses propres faiblesses. L'insurrection prospère dans les fissures du pouvoir. Si le gouvernement est solide, efficace, présent partout, l'insurrection ne peut pas prendre racine. Mais si l'État est faible, l'insurgé trouve y espace pour grandir. La faiblesse peut être politique, un régime contesté, elle peut être administrative, une bureaucratie corrompue, absente de certaines zones, et sécuritaire, j'imagine. Bien sûr, sécuritaire. Une police, une armée mal entraînée, brutale, qui s'aligne la population au lieu de la protéger. Chaque parcelle de territoire où l'État est défaillant devient une pépinière potentielle. La faiblesse de l'un fait littéralement la force de l'autre. Quand on rassemble toutes les pièces, le puzzle est d'une clarté redoutable. Premièrement, cette guerre n'a rien à voir avec une guerre classique. C'est une autre discipline. Deuxièmement, le trophée, ce n'est pas une ville, c'est le soutien de la population. Le cœur et l'esprit des gens. Et troisièmement, tout est défini par cette asymétrie. La richesse matérielle contre la force immatérielle, la rigidité contre la fluidité, et ce coût absurde de la défense face au coût dérisoire du désordre. C'est une excellente synthèse. Et ce qui est fascinant, c'est que cette grille d'analyse pensée dans les années 60 reste incroyablement pertinente aujourd'hui. Elle nous donne des clés. C'est vrai. Et ça nous amène peut-être à une dernière question pour nourrir la réflexion. Si on accepte les principes de Galula, donc que la population est l'enjeu central et que l'asymétrie est la clé. Oui, alors on peut se demander comment ces principes s'appliquent-ils aux conflits d'aujourd'hui? Des conflits qui ne se jouent plus seulement dans le maquis, mais dans l'espace numérique, informationnel, économique? Je vois où vous voulez en venir. À partir de quel moment, par exemple, une campagne de désinformation massive, systématique, qui vise à fracturer une société, à détruire la confiance entre les gens et leurs institutions, cesse d'être une simple opération d'influence pour devenir ce qu'on pourrait appeler une forme d'insurrection moderne? La question reste ouverte.